Alors le renseignement français vient de très loin. La France n'est pas un pays de tradition qui a cultivé le renseignement. Et donc ce qui s'est passé depuis une dizaine d'années, c'est presque une révolution en France en matière de renseignement, puisqu'on peut considérer que les mouvements, les progrès qui ont été accomplis en 10 ans correspondent à des progrès qui ont été accomplis en plusieurs décennies dans d'autres pays, comme le Royaume-Uni. Qu'est-ce qu'on a fait en 10 ans? Qu'est-ce que les autorités ont fait? Elles ont donné le cadre politique et juridique nécessaire au renseignement, c'est-à-dire que, alors ça s'est fait un peu en désordre. D'abord, en 2007, et donc 10 ans, elles se sont dotées on a installé un contrôle parlementaire en France, car le Parlement ne pouvait pas connaître des affaires de renseignement auparavant. Ensuite, le président de la République, c'était Nicolas Sarkozy, a mis en place un système de pilotage du renseignement en créant un Conseil national du renseignement à la présidence de la République et en nommant un coordonnateur national qui existe toujours à l'Élysée, c'est une première. Bon. Et puis, plus tard, on a également mis en place d'abord une base législative en 2015, une loi, la loi du 24 juillet 2015, qui est la première loi en France sur le renseignement, donc qui cadre notamment l'objectif du renseignement et sa manière de fonctionner. Et enfin, on a mis en place, par cette même loi et les décrets qui suivent, un système de procédure qui vise à gérer les autorisations d'utiliser des techniques spéciales de renseignement sur le territoire national. Tout ça, c'est un parcours très compliqué qui s'est accompli sur le plan juridique, sur le plan politique, et nous avons donc un outil de renseignement qui est à peu près aux normes démocratiques, qui peut fonctionner. Bon. Ce qui n'a pas fonctionné, en revanche, c'est que dans les restructurations qui ont eu lieu, tout ça sur fond d'adaptation à la lutte contre le terrorisme, puisque c'était le facteur d'évolution principal qui justifie tout cela, c'est la réorganisation du renseignement intérieur. Le renseignement du ministère de l'Intérieur a subi plusieurs transformations, un peu brouillonnes, et donc on est passé de deux services, la DST d'un côté, les renseignements généraux de l'autre, avant 2007, en un seul service, la DCRI, qui est devenue en 2014 la DGSI, qui existe toujours. Or, quand on a fait ces changements, on a sous-estimé un certain nombre de problèmes. D'abord, on n'a pas mesurer que l'ennemi principal, le terrorisme, était en train de changer, et donc on était encore dans l'idée d'une lutte contre un ennemi principal qui s'appelle Al-Qaïda, et qui existe toujours, et on n'a pas vu monter Daesh, qui a des liens d'une autre nature avec le territoire national. Donc on était pris un peu en contre-pied. Par ailleurs, cette réorganisation s'est faite dans un contexte sociologique, le monde policier, le monde du ministère de l'Intérieur, où des arbitrages ont été faits plutôt favorables à telle ou telle catégorie de policiers par rapport aux besoins. C'est ainsi qu'on a un renseignement policier en France, alors qu'au Royaume-Uni, ce sont des non-policiers qui s'occupent du renseignement intérieur. Bon. Et puis, il y a eu aussi la volonté de se débarrasser des renseignements généraux, que j'ai déjà cités, qui avaient plutôt mauvaise réputation, parce que c'était un renseignement politisé, et on peut dire facilement qu'on a jeté le bébé avec l'eau du bain, et on s'est privé d'un renseignement territorial qu'on regrette aujourd'hui. Alors où allons-nous maintenant? Le renseignement s'est développé, encore une fois, par rapport à un besoin de s'adapter au terrorisme, qui est la menace principale depuis non seulement des années, mais bien avant le 11 septembre en France, depuis les années 80. Donc le facteur d'évolution du renseignement en France, ce qui l'a poussé, c'est l'évolution de la menace terroriste, qui demeure bien entendu, même s'il a changé de forme. Bon. Ce faisant, le renseignement est devenu un objet collectif, alors que c'était un renseignement d'État tourné vers la politique étrangère, un certain nombre de questions de défense, etc. C'est devenu, on peut dire que le renseignement en France est passé de la notion de puissance publique à celle de service public, puisqu'il protège la nation, il protège les citoyens, il tente de le faire. C'est très difficile dans un monde globalisé. Ce faisant, le renseignement est devenu encore plus qu'avant un contributeur à l'intérêt national, parce que la vision générale qu'a notre pays aujourd'hui, à l'aube des élections présidentielles, c'est de pouvoir accomplir son redressement économique et social en sécurité intérieure, mais aussi en sécurité extérieure. Et il se trouve que le renseignement, la communauté du renseignement, avec des services assez diversifiés, ils sont même 7 au moins maintenant, sinon plus, est un outil qui permet de contribuer aussi bien aux questions de sécurité intérieure qu'aux questions de sécurité extérieure. Donc il est positionné à la charnière des frontières, si on peut dire, et c'est par une bonne coopération, une bonne synergie des services, entre eux, mais aussi avec les autres entités publiques, comme l'armée, la défense, la diplomatie, la police au sens général, la justice bien entendu, que nous pouvons assurer et augmenter cette sécurité dont les citoyens ont besoin
pour que la France puisse se redresser. Alors que doit faire le renseignement pour poursuivre cette évolution? Il est déjà doté, je le disais, d'un cadre institutionnel qui est globalement convenable. Il faudra retoucher, bien entendu, le renseignement intérieur, car nous avons un renseignement, c'est notoire, les commissions parlementaires l'ont encore montré l'année dernière, qui n'est pas tout à fait adapté à la nature de la menace terroriste, et il n'y a pas que la menace terroriste, bien entendu, mais il y a 2 ou 3 évolutions qu'il faut prendre en compte si nous voulons être à la hauteur des ambitions, avec des moyens raisonnables, car il ne s'agit pas non plus d'augmenter sans fin les moyens humains ou financiers des services de renseignement. Premièrement, le renseignement doit prendre en compte le fait que c'est une affaire procédurale aujourd'hui. Nous avons mis en place des procédures de contrôle, il y a une commission nationale qui donne des avis, c'est le Premier ministre qui décide, et cette entrée dans l'ère de la procédure ne veut pas dire autre chose que l'entrée dans l'ère de la compliance, comme les banques l'ont fait il y a 15 ans. Il y a maintenant un côté rigueur de gestion pour que les règles soient respectées, que les citoyens soient rassurés sur les limites que les citoyens, que le Parlement a données au renseignement, et donc il faut surmonter cette ère de la procédure, cette ère de la compliance, et je crois que les choses pourront se faire progressivement. Deuxièmement, parce que nous ne pouvons pas être dans l'illusion de la surveillance. C'est un mot qu'on associe souvent au renseignement, on parle même d'hypersurveillance, il y a une tentation technologique de le faire, mais c'est une impasse, à la fois une impasse technique, parce qu'on voit bien, avec les attentats dont nous avons été frappés, que la surveillance absolue ne permettra pas de parer à tous les coups, nous sommes dans une société ouverte, et qui le restera. C'est une impasse donc technique, opérationnelle, mais c'est aussi une impasse politique, car les citoyens peuvent être un peu dans une certaine contradiction, d'une part en souhaitant être protégés, mieux protégés dans leur vie quotidienne de ce type de menaces, et en même temps ne supportent pas que leur identité physique, numérique, soit partagée et que leur intimité disparaisse. C'est un vrai défi de nos sociétés. Donc la surveillance, c'est d'une certaine manière une impasse, un fantasme peut-être, mais aussi une impasse. En revanche, le renseignement doit être, avec les moyens dont il est doté de moyens techniques sophistiqués et qui sont en train de se moderniser, notamment pour tout ce qui est renseignement numérique. Il est doté aussi d'une communauté humaine qui est un véritable actif parce que les hommes et les femmes du renseignement qui ont été recrutés au cours des dernières années sont des gens de première qualité, de premier engagement, donc ça c'est plutôt un actif. En revanche, il faut construire un système d'opération, c'est le mot d'opération qu'il faut mettre en avant par rapport à celui de surveillance, qui soit plus tonique, plus piloté, notamment par l'exécutif qui prend, on le sait, les responsabilités d'engager des moyens dangereux à tout point de vue de renseignement. Donc il y a ce défi de la mise en place d'une chaîne d'opération. Dernier point, le renseignement, qui est une contribution à l'intérêt national, doit apprendre à vivre avec d'autres partenaires. Il y a une coopération internationale, une coopération transnationale qui est quelque chose de très important, qui a explosé en volume et qui est indispensable aujourd'hui. Or, le contexte politique, et ça sont des développements tout à fait récents, montre que ce retour de l'international, qui est incarné à la fois par la décision britannique du Brexit, mais aussi par l'élection de Donald Trump, va poser des problèmes pour un système qui est finalement très exposé, je parle du système français, à la coopération internationale. On peut dire que l'illusion qu'il y a encore quelques mois, certains pouvaient avoir d'un service de renseignement européen, d'une CIA européenne, d'un FBI européen, est tombée avec le départ des Britanniques, parce que c'est un projet qui n'avait déjà guère de sens politique, mais sur le plan technique opérationnel, on ne peut pas travailler sans les Britanniques, compte tenu de leur savoir-faire et des partenariats que nous avons. Donc cette idée d'une entité supranationale est remisée un grenier pour des jours meilleurs. Mais par exemple, nous avons également une coopération technique entre services de renseignement qui est très intensive avec des services alliés, comme on ne dit pas dans le monde du renseignement, c'est-à-dire des services britanniques ou d'autres puissances européennes. La dépendance dans laquelle nous nous sommes mis pour certaines de ces coopérations va devoir être mesurée. Je ne suis pas certain que les citoyens, ce qui est normal, mais que les autorités politiques soient très avertis du degré de dépendance que nous avons. Et donc un vrai défi sera non pas de renationaliser, mais de s'assurer que nous disposons des moyens d'une autonomie, puisque le mot d'autonomie est important, dans les moyens humains, techniques, opérationnels de nos services, pour qu'ils puissent contribuer encore mieux à l'intérêt national français.